Alors, je vais faire un petit historique de ces observations de phénomènes. Les phénomènes mutuels, c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on les observe. Les amateurs, au début, on a tout de suite travaillé avec des amateurs. C'est vraiment une des campagnes les plus anciennes que l'on fait avec les amateurs. Euh, Quand on est quelqu'un comme moi qui est plutôt un astrométriste, un mécanicien céleste et qu'on fait des observations, on a plutôt l'habitude d'observer des positions et de les mesurer, de faire une réduction. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des euh, phénomènes qu'on observait d'une manière photométrique et qui nous permettaient d'arriver à la même chose qu'avec, même mieux, on va voir ça, même mieux qu'avec des observations directes de position. Donc, on s'est adressé à des gens qui faisaient de la photométrie, soit du côté des professionnels, et pour les amateurs, c'était les observateurs d'étoiles variables qui ont les premiers commencé à observer ces phénomènes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces phénomènes mutuels? Pour ceux qui ne savent pas encore, eh bien, vous connaissez tous les satellites de Jupiter. Vous savez aussi qu'il y a ce qu'on appelle les éclipses des satellites de Jupiter qui sont observés depuis Galilée quand un satellite passe dans l'ombre de Jupiter. C'est ce qu'on voit ici, un satellite qui passe dans l'ombre de Jupiter. Mais il se trouve que les satellites sont suffisamment gros et dans le même plan, et donc ils peuvent s'occulter et s'éclipser les uns les autres. C'est ce qu'on appelle les phénomènes mutuels. Alors évidemment, c'est plus rare parce que comme ils sont dans un certain plan, eh bien, il faut tout simplement que la Terre et le Soleil soient dans ce plan, que tout le monde soit dans le plan, et donc il y a des alignements qui font qu'on a ces phénomènes. Alors, ça arrive tous les 6 ans, en fait. C'est quand on a l'équinoxe sur Jupiter pour les satellites galiléens. Mais ça arrive avec les autres planètes, avec Saturne et Uranus. Enfin, vous voyez, Uranus tous les 42 ans, bon, c'est rare, mais enfin, on l'a quand même fait en 2007. Mais revenons-en à Jupiter. Donc, tous les 6 ans, vous voyez, 2009, alors depuis 1973, tous les 6 ans, on a ces phénomènes. Alors voilà ce qui se passe. On a un satellite qui passe devant ou derrière, enfin, mutuellement, il s'occulte. Et évidemment, si on analyse la lumière reçue de ces deux satellites, eh bien, le flux va diminuer pendant l'occultation et remonter. Donc, on n'a pas besoin vraiment de voir, d'avoir la résolution des satellites comme ça, mais tout simplement d'avoir une tache de lumière dont on mesure le flux. Et voilà, et on a la variation de flux. Alors voilà ce que ça donne. Vous avez ici l'exemple d'une courbe de Fému. Vous avez un certain flux au début du phénomène, puis ça diminue, et puis ça revient. Alors ça ne dure pas très longtemps, de quelques minutes à, ça peut durer 1 heure quand même dans le cas de certains, mais c'est plus rare. En général, c'est 5-10 minutes. Voilà. Alors ça, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a fait depuis 1973. Donc, vous voyez dans la colonne de gauche, vous avez le nombre d'observations qui ont été réalisées et vous pouvez remarquer que ça augmente d'année en année. Alors, vous voyez qu'au début, en 1973, il y en a eu pas mal et ça a diminué en 1979 pour plusieurs raisons. Enfin, pour une raison vraiment importante, la météorologie a été abominable sur toute la Terre en 1979. Donc vraiment, le nombre d'observations possibles. Alors il y avait aussi une autre raison, c'est que il faut évidemment que Jupiter soit observable, et quand c'est la conjonction entre Jupiter et le Soleil, on ne peut pas observer. Donc on ne peut observer que pendant l'opposition entre Jupiter et le Soleil. Alors les phénomènes, ça dure pendant un peu plus de 6 mois, donc il faut que ça tombe bien, évidemment. Donc vous avez cette progression d'année en année. Et ce que vous pouvez remarquer sur la colonne de droite, c'est que la déclinaison de Jupiter varie à chaque fois. Soit il est dans l'hémisphère nord, soit il est dans l'hémisphère sud. Et quand il est dans l'hémisphère sud, il est clair que les astronomes de l'hémisphère sud eh bien, sont favorisés. Alors j'ai rajouté en bas qu'il y avait eu des éclipses d'Amalthée de Thébé observées. Il y en a eu 3 en 2009 et 4 en 2015. Alors, ce sont des photométristes qui observent, dès 1973, ça a été des photométristes. Alors, surtout des professionnels, parce qu'avoir un photomètre photoélectrique à l'époque, ce n'était pas facile. Mais les amateurs ont quand même fait des observations visuelles avec des techniques de comparaison qui ont permis d'avoir quelques courbes.
Alors, avec l'apparition des CCD, des CMOS et de ce genre de caméras, évidemment, tout le monde peut le faire, puisqu'il suffit d'enregistrer un phénomène qui dure 10 minutes. Vous mettez votre caméra, vous démarrez l'enregistrement et hop, c'est fait, vous avez le phénomène. Donc, vous voyez que c'est quand même plus facile. Par contre, si c'est facile, il y a quand même une certaine rigueur à avoir et ça n'est pas forcément facile d'obtenir une observation qui va pouvoir être utile. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Alors là, ce que j'ai voulu noter, c'est la taille des télescopes qui étaient utilisés. En fait, pour observer ce genre de phénomène, il suffit de voir les satellites galiléens. Avec une paire de jumelles, on les voit. Avec une petite lunette de 6 cm de diamètre, eh bien, on arrive à les voir très bien. Alors, vous avez dans la colonne de gauche les télescopes de moins de 60 cm. C'est principalement des amateurs. Et vous voyez donc que pour les satellites de Jupiter, ça monte d'année en année. Vous en aviez très peu à l'origine, et puis en 2015, il y en a eu 79 quand même. Par contre, les grands télescopes, ce sont les professionnels, parce que les professionnels ils disposent de télescopes comme ça. Il faut énormément filtrer ou diaphragmer, parce que les satellites sont très très brillants. Alors, l'avantage au début, c'est que ces télescopes étaient équipés de photomètres photoélectriques. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé. Et alors, ça a continué. Il y en a eu beaucoup, effectivement, la première année, parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis après, ça a diminué, mais c'est resté, vous voyez, c'est un peu stable autour de 10-15. Voilà, c'est des gens qui ont l'habitude. Bon, ils mettent leur télescope, ils enregistrent, et puis c'est fait. Et les deux dernières colonnes vous expliquent quand les observations ont été faites en photométrie à une voie, ou bien en photométrie bidimensionnelle, c'est-à-dire avec une caméra genre CCD, c'est ce que j'appelle du 2D. Le 1D, c'est un photomètre à une voie. Et alors malheureusement, ça a quasiment disparu aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus précis que les caméras CCD. Alors, ça c'est le réseau. Alors pourquoi il faut un réseau important? Tout simplement parce qu'un phénomène, quand il arrive, il faut que Jupiter soit observable. Donc, il faut qu'il soit haut dans le ciel et qu'il fasse beau. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir des observateurs à toutes les longitudes, plutôt aussi à toutes les latitudes, mais je dirais pour certaines saisons, il vaut mieux être dans le nord et pour d'autres, il vaut mieux être dans le sud. Mais enfin, on peut quand même observer de partout. Mais on est favorisé, on a un Jupiter beaucoup plus haut dans le ciel quand on est du bon côté, du bon hémisphère. Donc, alors il faut du monde à toutes les longitudes, et à la même longitude, il faut plusieurs personnes, parce que si vous avez un nuage au moment du phénomène, après c'est fichu, on ne peut pas le revoir. Donc, il faut essayer d'avoir des sites où on a du beau temps sur toutes les longitudes. Alors ça, c'est en France. Alors, les sites qui sont indiqués là, c'est pour 2009, ce n'est pas pour 2015. J'ai retrouvé ça, donc j'ai mis ça, mais c'est pour vous donner une idée. En 2015, ce n'est pas tout à fait les mêmes sites, mais c'est quand même une répartition à peu près identique. Donc, vous voyez, on a à peu près des longitudes. Alors, évidemment, en France, en Europe, il y a beaucoup plus de monde. Et quand on arrive en Sibérie, tout ça, on a quelqu'un une fois de temps en temps, mais il n'y en a pas énormément. Donc, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a un site au Mexique, mais bon, c'est à peu près bien réparti. Et si on va du côté de l'Asie, alors là, il n'y en a pas en Inde, mais en 2015, on en a eu en Inde. En Chine, il y en a quelques-uns, et au Japon, il y a beaucoup d'amateurs au Japon, et donc on a pas mal d'observations qui ont été réalisées. Alors, dans l'hémisphère sud, c'est surtout la Nouvelle-Zélande, l'Australie, quelques îles du Pacifique. En général, j'ai remarqué qu'il faisait souvent très beau dans ces sites et qu'ils fournissent de très bonnes observations. Alors, à l'issue de chaque campagne d'observation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on publie les résultats dans une revue internationale, tout simplement parce que les phénomènes, les résultats sont attendus par les gens qui vont les réutiliser. Je sais que le JPL à la NASA attend ces... Il y a une question? J'entends une voix, mais... Non, il n'y a pas de question. Donc ça, c'est pour vous dire... Maman, je suis en train de sur une vidéo, s'il te plaît. Coupez votre micro, s'il vous plaît.
Donc voilà, à l'issue de chaque campagne d'observation, il y a une publication qui est réalisée avec tous les observateurs. Alors, des exemples d'observations. Alors ça, je dirais que c'est des observations que je dirais sont de belles observations. Donc, c'est fait avec des systèmes genre de Lucky Imaging où on sélectionne, c'est une pseudo-optique adaptative pour avoir une résolution pareille. Vous comprenez que c'est très rare, il faut quand même avoir un site favorable. Alors, c'est joli, mais pour le but que l'on cherche, ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir de très belles images, j'allais dire au contraire. Pourquoi au contraire? Parce que ce qu'on veut faire, c'est de la photométrie. Alors, si on veut faire de la photométrie, il faut étaler au maximum la lumière. Donc là, vous avez une observation. Tout simplement, on a défocalisé le télescope. Et ce qu'on a, c'est des images des miroirs et non pas des satellites. Eh bien, c'est bien meilleur parce qu'on évite la saturation et il y a beaucoup plus de pixels illuminés. Donc, au niveau de la calibration photométrique, on a une meilleure qualité. Alors là, ce que vous avez ici, c'est tout simplement la précision des observations. Alors à gauche, vous avez, alors pendant longtemps, les satellites de Jupiter ont été observés avec des plaques photographiques. Donc vous avez des précisions, c'est en masse, en milliarcs secondes. Donc vous voyez que ce n'était pas très très bon. Qu'avec des méthodes plus modernes ou avec les CCD ou les plaques numérisées, on arrive à 30 masses. Avec les phénomènes mutuels, on a à peu près 15 masses, comme le télescope spatial et le transit fast des observations méridiennes. Donc vous voyez que les phénomènes mutuels, c'est quand même relativement bon. Alors, vous pouvez quand même remarquer que 1985 et 1991 sont meilleurs que 1997 et 2003. Ben, ça vient du fait que la photométrie était meilleure. C'est surtout une question de photométrie. On avait plus de photomètres photoélectriques à une voie qui illumine une cathode. Après, on a eu des CCD. Et là, c'est plus compliqué de faire des calibrations photométriques. Mais il faut défocaliser, c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire. Pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir trouver la zone où on a le satellite. Alors, venons-en à 2021. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce que vous avez en haut là, c'est tout simplement la déclinaison jovicentrique de la Terre et du Soleil. Ça veut dire quoi? Ben, c'est tout simplement la hauteur de la Terre et du Soleil au-dessus de l'équateur de Jupiter, qui est en même temps le plan orbital des satellites. Donc il faut que cette déclinaison soit nulle pour que l'on ait le maximum de phénomènes mutuels. Alors vous voyez que le zéro, alors il n'est pas en même temps pour le Soleil et pour la Terre, parce que vu de Jupiter, la Terre, elle est à côté du Soleil, elle n'est pas exactement au même endroit. Elle peut être un peu au-dessus, un peu, voilà. Donc le moment d'annulation de cette déclinaison, vous voyez que c'est au mois de mars pour la Terre et début mai pour le Soleil. Ça veut dire que vous aurez plus d'occultation au mois de mars et plus d'éclipses au mois de mai. Alors, il faut aussi voir une chose, c'est que vous avez la conjonction de Jupiter et du Soleil début février, donc en ce moment, c'est pas possible d'observer, et l'opposition n'a lieu qu'au mois d'août. Donc, c'est seulement à partir du mois d'avril qu'on va pouvoir commencer à observer les phénomènes mutuels. Alors, vous avez en dessous le nombre de phénomènes mutuels observables. Vous voyez qu'il y en avait en janvier-février, mais ils sont pas, on a mis des pointillés parce qu'ils ne sont pas observables. Mais en mars, avril, mai, c'est là où il y en a évidemment beaucoup. Alors, pour déterminer les phénomènes que vous pouvez observer, vous allez sur le site de l'IMCCE et vous avez une page phénomènes mutuels des satellites de Jupiter. Et vous rentrez, vous voyez que vous avez un code à rentrer, c'est tout simplement le code UAI de votre observatoire. Alors, si vous n'avez pas de code UAI, bah, vous prenez le code de l'observatoire le plus proche, parce qu'en fait, vous n'êtes pas à 100 km près pour la visibilité des phénomènes. Et voilà ce que vous obtenez. Donc, vous obtenez tout simplement la liste des phénomènes observables. Alors là, j'ai mis Paris. Donc, vous voyez, le premier phénomène, c'était le 7 janvier à 15 heures. La durée, c'était 34 minutes. Après, ce que vous avez, l'impact, c'est la distance minimum entre les satellites. Le delta M, c'est la chute de flux. Donc, vous voyez, c'est la chute en magnitude plutôt, puisque ça dépasse 1. Donc, c'est une chute en magnitude.
pendant l'occultation ou l'éclipse. Après, vous avez la distance au limbe de Jupiter, vous avez la hauteur de Jupiter au-dessus de l'horizon, ça c'est très important. Donc là, effectivement, comme j'ai choisi Paris, je n'ai que des Jupiters au-dessus de l'horizon, mais quand j'ai 0,4 degrés, évidemment, ça n'est pas observable. Et après, j'ai la hauteur de Jupiter du Soleil au-dessus de l'horizon, c'est plutôt au-dessous qu'il doit être, donc c'est les valeurs négatives. Alors, on met aussi les valeurs positives parce que certaines personnes, dans des sites très très bons de montagne, en infrarouge, peuvent observer dans la journée, s'il fait bien froid. Alors, vous pouvez aussi avoir la configuration des satellites. Ça, c'est important parce que quand vous observez, vous avez 4 satellites autour de Jupiter et a priori, ce n'est pas facile de savoir lequel va être éclipsé et occulté. Donc, vous avez intérêt à calculer, à déterminer votre configuration. Donc, vous avez sur le site de l'IMCCE, vous mettez votre date et vous avez, voilà, tout simplement la configuration. Vous avez la planète au centre et les satellites, ce sont les petits points qui sont à côté. Et pour savoir ce qui va se passer, vous avez les positions. Ah oui, vous pouvez demander les positions XY par rapport à Jupiter. Et vous pouvez aussi grossir et donc avoir, là vous avez le début d'un phénomène et vous voyez que là vous pouvez simuler votre phénomène à l'avance pour savoir qu'est-ce qu'il va se passer. Et là, ce que vous avez, c'est tout simplement les éclipses d'Amalthée et TB, les tout petits satellites. Donc sur le site, vous pouvez aussi avoir les éclipses d'Amalthée et TB. Donc vous avez 5 et 6, c'est Amalthée et TB. Alors il y en a énormément parce qu'ils tournent très vite, évidemment, et en général, ils sont éclipsés par Io ou Europe, principalement Io et Europe, qui ont une ombre qu'ils projettent sur le satellite. Alors, ça n'est pas facile à observer, mais il y en a déjà eu. Il faut un site comme le Pic du Midi et quand même un télescope qui approche les 60 cm. Ça, c'est une observation au Pic du Midi. Donc, vous avez Amalthée et TB, il faut un cache évidemment. Et le gros point lumineux que vous avez à droite, c'est l'un des satellites galiléens. C'est probablement Io qui va faire de l'ombre sur l'un des deux. Alors, avec ce type d'observation, effectivement, ce n'est pas facile, mais on a, par exemple, obtenu cette courbe, vous voyez. Vous avez, c'était Callisto qui observait qui éclipsait Amalthée, et vous voyez qu'on a une courbe qui est évidemment très bruitée, mais elle est claire, hein, on voit bien quand est-ce que le satellite disparaît. Alors voilà le site où vous pouvez aller, où vous aurez toutes les explications sur les phénomènes mutuels, les liens vers les éphémérides et aussi les conseils, les fiches qui vous aident à faire des observations. Alors, quel matériel utiliser? Un tout petit télescope, une lunette de 6 cm, ça marche, mais qu'est-ce qui est important? C'est la stabilité et le guidage. Si vous n'avez pas une lunette stable et qu'au moindre petit choc, les satellites sortent du champ, évidemment, vous n'aurez pas une bonne observation. Et si vous voulez aussi faire une réduction relativement facile, il faut que le guidage soit bon pour que les satellites restent toujours au même endroit. Alors évidemment, vous utiliserez une caméra, une CCD, une CMOS, une webcam. Alors si vous avez j'allais dire des caméras du commerce qui sont comme des caméscopes, il faut absolument qu'il n'y ait pas un gain automatique ou que ce gain automatique puisse être débrayé parce qu'autrement, la caméra va faire en sorte que les satellites soient toujours aussi brillants. Alors évidemment, on n'a pas de phénomène dans ces cas-là. Et surtout, chaque image doit être datée en temps universel, le temps universel de l'horloge parlante ou du GPS. À 1/10 de seconde près, les satellites avancent à 10 km par seconde dans l'espace. À 1/10 de seconde de temps, on aura une précision d'1 km. Bon, c'est théorique parce qu'évidemment, il y a du bruit à côté de ça. Mais il faut quand même le 10e de seconde en temps universel. Donc ça, il faut être sûr, il faut bien vérifier votre temps parce que sans cette datation, l'observation est complètement inutile. Ça, il faut bien penser que c'est totalement inutile si toutes les observations ne sont pas reliées entre elles et par le temps universel. Alors, quand vous commencez à observer et que vous vous rendez compte que votre temps universel n'est plus à l'heure, n'essayez pas de le remettre à l'heure juste avant l'observation, mais notez l'écart entre votre horloge
et le temps universel. C'est ça qui est important. Faire une mise à l'heure 5 minutes avant l'observation, il faut éviter. Et si vous voulez enregistrer des images, enregistrez-les non compressées, parce que si vous les compressez, vous perdez toute la qualité photométrique. Donc voilà, en fait, depuis 1973, on fait ces observations. On arrive à avoir des données qui sont utilisées par les dynamiciens, en fait, de ces satellites. Valérie va vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'observation. Alors, on a constitué un réseau mondial qui est indispensable pour avoir suffisamment de phénomènes. Donc, je souhaite que vous rejoigniez la campagne. Pour ceux qui l'ont fait depuis très longtemps, ce sera pour eux assez facile. Pour les débutants, allez-y, on verra bien si vos observations sont intéressantes. Mais de toute façon, c'est des phénomènes qui sont spectaculaires à voir, c'est intéressant à voir. Voilà, je vais répondre à vos questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. J'ai participé au FEMU 2015. J'avais une lunette de 120 mm avec une Wattec 910HX que j'ai toujours, avec un VTI intégré pour l'acquisition. Et en fait, je me posais des questions concernant l'échantillonnage. Quelle serait la meilleure combinaison au niveau focal, diamètre, taille des pixels que l'on pourrait utiliser pour avoir une meilleure photométrie? Des gros pixels, c'est pas plus mal, puisqu'on a plus de lumière. L'échantillonnage, alors évidemment, si on a une caméra à 50 images secondes, ça fait beaucoup. Donc ça, il faut absolument diminuer. Il ne faut pas travailler à 50 images secondes. C'est trop rapide? Oui, c'est trop rapide parce que si après vous extrayez toutes les images et qu'il y a 1 heure de phénomène, ça fait des gigas et des gigaoctets que vous n'arriverez pas à traiter. Donc, si vous avez un phénomène qui dure 1 minute, ça va. Mais s'il dure plus longtemps, il faut essayer de se limiter, d'intégrer les images. En fait, il faut juste un disque dur plus gros, non? Oui, mais même, parce que quand vous avez beaucoup d'images, il y a un temps mort entre chaque image. Et ce temps mort, on n'enregistre pas la lumière. Si vous avez 10 images par seconde, eh bien, ça réduit les temps morts et on a beaucoup plus de lumière. On diminue le bruit. Moins vous avez d'images par seconde, plus vous diminuez le bruit. Et si vous avez un phénomène qui dure 1 heure, on peut prendre 1 image par seconde, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Mais évidemment, cette image par seconde, il ne faut pas qu'elle fasse 1/100e de seconde. Il faut qu'elle dure, qu'on pose au moins pendant 1 demi-seconde. Donc, il faut se voir si avec sa caméra, on peut régler le temps de pause. Mais c'est vrai que, 1 image par seconde qui dure 1 demi-seconde, c'est faisable normalement. J'avais pensé en fait que… Oui. Si tu veux, Jean-François, on reviendra sur ta question avec les présentations des amateurs. Oui, je pense que… Si tu parles de l'échantillonnage temporel et puis l'échantillonnage des pixels, on va en reparler avec les présentations des amateurs. Et tu pourras partager ton expérience. Très bien. Aussi. Je pense que c'est très utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, j'ai vu dans le chat une personne intervenir en disant « mais pourquoi, ça sert à quoi d'avoir un gros télescope s'il faut diaphragmer ?» Mais je pense que c'est peut-être mal compris. Dans la présentation de Jean-Eudes, la suggestion, c'est plutôt de défocaliser, donc de répartir le flux des satellites sur plus de pixels pour s'éloigner des situations de saturation et puis bien moyenner le flux collecté par plusieurs pixels et que la photométrie d'ouverture va mieux moyenner et améliorer le rapport signal sur bruit. Que font les variabilistes? Voilà, et c'est ce que font les variabilistes et puis également c'est ce que préconise aussi pour les transits d'exoplanètes Alexandre Santerne quand on regarde des étoiles qui font parfois magnitude 8 relativement brillantes et où il faut améliorer le rapport signal sur bruit. Donc, c'est un peu le paradoxe. C'est souvent préférable de défocaliser pour collecter le flux. Par contre, si on est suréchantillonné, ce n'est pas une bonne chose de défocaliser. Tu parles de spatialement ou temporellement? Spatialement. Si on est déjà à 1 seconde d'arc par pixel ou moins, si on défocalise, c'est mieux. On a plus de pixels. Tu ne perds pas en flux.
faut bien voir, on ne cherche pas à atteindre la magnitude 19, alors sauf peut-être pour Astrae, TB ou Amalthée. Oui, ça peut. Hein, mais voilà, là, on a des phénomènes à magnitude 6 où on veut intégrer peut-être effectivement le temps sur un laps de temps important par rapport à la turbulence atmosphérique et donc vaut mieux défocaliser. Mais on reviendra là-dessus peut-être avec le partage d'expériences des amateurs d'un gros télescope, d'abord, il a souvent il est plus stable que les petits télescopes, mais surtout, on peut diaphragmer un gros télescope et ça donne on a moins de bruit qu'un petit télescope. Très bien. Bon, ben, Jean-Eudes, arrête peut-être le partage d'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis sinon, si Valérie est prêt. J'aurais deux questions rapides. Oui. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. D'une part, quelle est la bande passante que tu préconises, si c'est du visible ou du R pour commencer? D'autre part, j'ai vu qu'il existait des systèmes de synchronisation sur le NTP, par exemple celui de l'Observatoire. Donc, tu ne préconises pas de faire une synchronisation avant, mais est-ce que c'est vraiment un des conseils que d'utiliser une chose pour dimension 4, par exemple? Non, je pense que la synchronisation, il faut la faire pas juste avant le phénomène, mais ou bien alors, il faut bien savoir faire. Il ne faut pas se dire « Oh là là, je ne suis pas à l'heure, il faut que je fasse quelque chose ». Ce que je veux dire, c'est que quand il y a un problème juste avant l'observation, que ça soit désynchronisé, on regarde l'écart entre les deux horloges. Mais si on sait comment faire, qu'on a le temps, on arrive un peu avant, on sait synchroniser son horloge sans problème. Voilà, il faut avoir un protocole d'observation. Voilà, et ne pas sortir du protocole d'observation. Pas sortir du protocole parce que l'horloge tout d'un coup s'est décalée. Il faut noter l'écart. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'était quoi ton autre question? C'était la bande passante. Ah, la bande passante. Alors évidemment, l'infrarouge, c'est le mieux puisque le ciel est en bleu, même la nuit. Si on se met en infrarouge, et l'avantage aussi, c'est qu'on peut se rapprocher de la planète Jupiter qui, elle, s'éteint dans l'infrarouge. Donc le filtre infrarouge classique, méthane, bien sûr, c'est très bon. Il y a suffisamment de flux avec les satellites galiléens. Ça, oui, on conseille ce genre de filtre. Merci. Une question sur qu'est-ce qu'on entend par image non compressée? Un format particulier? Non, mais souvent, quand on a les images, on propose, ça dépend de la caméra qu'on a et du logiciel qu'on utilise, qui propose de compresser l'image très, très rapidement. Or, quand on compresse l'image, on perd toute la photométrie. Les formats AVI ou SER vont bien. Oui, voilà, on va en parler au moment des interventions des amateurs, mais c'est effectivement les formats AVI et SER qui sont souvent utilisés, ou sinon même en natif, faire du FITS quand on a une caméra CCD, ou CMOS qui fait de l'acquisition trame par trame. Et c'est vrai qu'avec une précision de 0,1 seconde, on peut effectivement se limiter à 10 images par seconde, et peut-être moins, mais Jocelyn va nous en parler sur les phénomènes qui sont vraiment très longs.